Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'algèbre linéaire sur les structures algébriques. Alors c'est une vidéo hyper importante. Les structures algébriques c'est un chapitre fondamental en mathématiques, notamment en algèbre, mais même en analyse plus tard. L'idée de ce chapitre c'est vraiment de la théorie des ensembles. On va s'intéresser à des structures mathématiques. Tous les éléments en fait que vous manipulez, les fonctions, les suites, les matrices, les polynômes, baignent dans des univers. Dans des ensembles assez abstraits, qui sont régis par des lois et qui sont reliés entre eux. Et on va voir justement que ces ensembles, munis de certaines choses, vont définir des structures mathématiques. Ces structures mathématiques vont contenir des objets. Et ça vous permet vraiment de comprendre le chapitre des structures algébriques, d'avoir une vue d'ensemble sur les mathématiques, sur ce que vous faites, sur comment les objets se comportent, sur comment ils sont reliés. Et c'est vraiment hyper important, notamment même pour plus tard en analyse. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc commençons direct par la première notion qu'on appelle loi de composition interne. Une loi de composition interne, c'est pas super compliqué, c'est juste une règle qui va décrire comment les éléments peuvent se comporter dans votre ensemble. Par exemple, vous pouvez définir une loi de composition pour l'ensemble des réels en disant je peux additionner les réels entre eux, je peux les multiplier. C'est une loi que vous allez mettre, et on le dit. Donc on prend deux éléments d'un ensemble, donc issu du produit cartésien de l'ensemble avec lui-même, et à un couple AB, on va lui associer phi de AB. Phi de AB, c'est une loi qu'on va associer, une règle. Ça peut être la règle d'addition, la règle de multiplication, peu importe. C'est une règle. Et ça nous amène à la notion de groupe. Alors, un groupe, c'est quoi? C'est un ensemble qui peut être fini, qui peut être infini, et qui va être équipé d'une loi, qu'on va appeler la loi étoile. Ça peut être addition, ça peut être multiplication, ça peut être un produit, c'est une loi. Mais cette loi, elle doit vérifier certaines propriétés pour que cet ensemble se disgroupe. La première chose, c'est que si vous prenez deux éléments issus de votre ensemble et que vous appliquez la loi entre ces deux éléments, et que même après que vous ayez appliqué la loi, ces deux éléments sont toujours dans l'ensemble, alors la loi, elle est dite stable. C'est le premier truc à vérifier. Le deuxième truc, c'est l'associativité. Alors c'est quoi? C'est vous prenez trois éléments de votre ensemble et vous devez vérifier l'égalité qui est affichée. Donc A étoile entre parenthèses B étoile C doit être égal à entre parenthèses A étoile B étoile C. Alors ça c'est une propriété très calculatoire à vérifier, c'est l'une des propriétés les plus calculatoires à vérifier d'un exo de théorie des groupes. L'idée c'est... Alors la difficulté ça va dépendre de votre exercice. Parce que des lois, des groupes, on peut en définir de plein de manières différentes, on peut en définir des faciles comme on peut en définir des très difficiles. Et l'abstraction, ça va être de comprendre comment manipuler ces éléments et comprendre comment appliquer la loi entre eux, qu'est-ce que ça donne. Et ça peut mener à de très gros calculs. Donc toujours, l'idée c'est de prendre trois éléments issus de l'ensemble et de calculer la partie gauche et de regarder si c'est égal à la partie de droite. Si c'est pas égal, c'est que la loi n'est pas associative. Mais ça peut vraiment dépendre de l'exercice et ça peut vraiment être difficile à vérifier. Ensuite, le troisième truc, et ça c'est le truc le plus simple, c'est l'élément neutre. Un élément neutre, c'est un élément tel que pour n'importe quel élément de l'ensemble, si vous lui associez n'importe quel élément de votre ensemble par la loi avec cet élément neutre, bah l'élément reste inchangé. Par exemple, pour la loi d'addition, l'élément neutre c'est 0. Vous pouvez additionner n'importe quel nombre avec 0, ça donnera toujours le même nombre. Vous pouvez multiplier n'importe quel nombre par 1, vous aurez toujours le même nombre. C'est l'élément neutre de la multiplication. Et enfin, le dernier critère, c'est le critère de l'inversibilité. Alors celui-là, il est assez subtil, et il dit que pour n'importe quel élément de votre ensemble, il existera un élément de votre ensemble, toujours. Il possédera toujours une autre paire, un autre élément, qui si vous l'associez à ces deux éléments par la loi, vous retombez sur l'élément neutre. Donc, en gros, par exemple, l'inverse de 2 par le produit, c'est 1,5. Donc n'importe 2 fois 1,5, c'est 1. Et vous retombez sur l'élément neutre de la multiplication. Mais la subtilité, c'est qu'en général, on a tendance à penser que l'inverse, c'est... par exemple, l'inverse de 2, c'est 1 sur 2. Mais là, il faut bien se rappeler que l'inverse, c'est par rapport à la loi. L'inverse de 2, c'est 1 sur 2 que par la loi du produit. Mais l'inverse de 2 peut être moins 2 par la loi d'addition. Et ça, si on réfléchit pas ou qu'on n'est pas assez concentré, ça peut mener à des erreurs bêtes, quoi. Mais c'est hyper important, parce que si vous écrivez par la loi d'addition l'inverse de 2 et 1,5, vous allez passer pour un mec qui a rien compris au chapitre. Donc vraiment, faut vraiment faire attention à cette subtilité. Et si ces 4 choses sont vérifiées,
alors l'ensemble peut se dire, muni de sa loi, qu'il y a un groupe. Quelques exemples de groupes, on peut avoir l'ensemble des antirelatifs munis de l'addition, des rationnels, des complètes munis de l'addition. Tous ces groupes-là, ils vérifient les quatre critères qu'on a vus avant. Alors bien sûr, ça c'est des groupes simples. Le mot groupe, en fait, c'est hyper large et on peut définir plein de groupes différents. Le niveau d'abstraction, il est assez fort. Et vous pouvez même avoir des groupes plus originaux dans des concepts différents comme en géométrie. Vous pouvez considérer X comme étant un espace euclidien qui va définir une structure spatiale. Ça peut définir le plan, ça peut définir l'espace, ça peut définir un hyperplan, ça peut définir plein de trucs. Et les isométries de X, notez isome de X, c'est une application qui va de X dans lui-même et qui a la particularité de ne pas déformer l'espace. Et qui va, quand ça va s'appliquer à des éléments de l'espace, ne pas déformer la figure et conserver les longueurs. Et ça, cette application, cet ensemble-là, c'est un groupe à part entière. Donc, pour vous dire qu'en fait, des groupes, on peut en définir de plein de manières différentes. Et justement, il y a des groupes particuliers. Donc, on va parler du groupe abélien. Donc, un groupe est dit abélien si vous prenez un ensemble muni d'une loi et que c'est un groupe, alors il est dit abélien si pour un quelconque élément de votre ensemble, A étoile B égale B étoile A. Autrement dit, vous avez commutativité par la loi étoile. Dans ce cas-là, c'est un groupe abélien, c'est-à-dire qu'il a non seulement les 4 conditions qu'on a vues, mais il a aussi une en plus qui est la commutativité. Donc c'est une structure algébrique, le groupe abélien, qui est assez complexe en termes de structure. Mais il y a aussi d'autres structures qui ont justement beaucoup moins de structure, notamment le monoïde. Alors le monoïde, c'est une structure particulière qui est bien moins complexe que les autres, parce qu'elle vérifie 3 choses seulement. Elle vérifie le fait que c'est stable, la loi est stable, l'associativité des éléments et l'élément neutre. Si vous avez juste ces 3 choses, mais que tous vos éléments ne sont pas forcément inversibles, alors votre structure est dite monoïde. Ce sont des structures assez importantes que vous pouvez retrouver et qui sont assez souvent demandées. Donc, dans un exemple, on peut demander prouver qu'un groupe est abélien, prouver qu'un groupe est non abélien, prouver que c'est non monoïde, bref. Ça c'est centré assez souvent sur ça. Alors, 2 petits lemmes importants, le lemme de l'inversibilité. Soit G étoile un groupe, tous les éléments du groupe admettent un inverse. Alors ça paraît un peu bête, on a l'impression de répéter le même truc, mais en réalité, quand on veut s'intéresser à des comportements et à des questions un peu plus complexes et abstraites, comme comment des groupes se comportent entre eux, le fait de se souvenir que tous les groupes admettent un inverse peut se révéler utile dans certains trucs. Donc c'est vraiment important à retenir. Et un deuxième truc, et ça c'est beaucoup plus important, c'est si vous avez un groupe et 2 éléments, alors si vous voulez prendre l'inverse de ce que vous avez obtenu à partir des combinaisons de ces 2 par la loi, eh bien ça vous donne toujours l'inverse de A étoile B, c'est B-1 étoile A-1 dans cet ordre-là, dans un groupe. Vraiment dans un groupe. Dans un monoïde, ça marche pas ce truc. Et ça, c'est important pour montrer certaines propriétés de calcul, pour prouver certaines choses, notamment encore plus après ce qu'on va voir avec les morphismes, tout ça, ça peut se révéler utile. Justement, on a plein de groupes différents comme on l'a vu, et un groupe extrêmement important, c'est le groupe des permutations. C'est un groupe qui revient assez régulièrement et qui est, quand on le voit la première fois, assez déboussolant, et c'est tout à fait normal. Mais l'idée est assez intuitive si on s'y plonge, c'est vous prenez un ensemble X, et on dit qu'un groupe de permutation de X est un sous-groupe du groupe sim de X. Et sim de X, c'est lui-même un énorme groupe de permutations en gros. C'est celui qui va décrire toutes les combinaisons possibles entre les éléments d'un ensemble X. Et justement, il est même muni d'une composition, donc en gros ça décrit toutes les combinaisons possibles que vous pouvez faire dans un ensemble X. Et chaque différente combinaison que vous pouvez faire, ça définit une permutation, une application. Et pourquoi on dit que c'est muni de la composition ? Parce que justement, vous pouvez composer ces permutations entre elles pour obtenir d'autres permutations. Et donc, c'est ça qu'on appelle groupe de permutation. Et c'est un groupe qui revient régulièrement dans différents contextes, en particulier en géométrie et dans d'autres cas, et qui est assez important.
un exemple de permutation assez simple. Donc là, on note sigma et mu des permutations. Généralement, on les note par des lettres grecques, c'est un peu traditionnel. Et vous allez prendre sigma et mu, ça va définir les permutations possibles de la liste de chiffres 1, 2, 3. Donc sigma, par exemple, va permuter 1, 2, 3 en 2, 3, 1. Et mu va permuter 1, 2, 3 en 2, 1, 3. Donc on se rappelle que permuter, c'est vraiment échanger les places des chiffres, quoi. Avoir différentes combinaisons possibles. Et si, ça c'est un petit rappel, si vous voulez savoir le nombre de possibilités, vous faites juste à la factorielle. Donc là il y a 3 éléments, vous faites 3 factoriels, vous avez 3 factoriels de possibilités. Et justement, quand vous voulez savoir, vous pouvez aussi multiplier ces permutations entre elles. Le sim de x est muni de la composition. Et justement, multiplier des permutations entre elles, ça revient à composer les permutations entre elles. Composer ces applications. Par exemple, si vous voulez calculer la composition de cette permutation, vous allez commencer par calculer mu de 1. Mu de 1, on voit que c'est 2. Ensuite, mu de 1, c'est 2. Et vous allez calculer sigma de 2. Et sigma de 2, c'est 3. Donc là, on sait que sigma de mu de 1, c'est 3. Et donc là, vous allez mettre un 1 et en dessous du 3. C'est la première valeur que vous avez calculée pour sigma de rond de mu. Et vous allez répéter ce processus pour chacune des valeurs 2 et 3. C'est l'idée de calculer une composition. C'est un peu chiant, mais voilà, c'est assez utile. Bon, là on a vu la notion d'application avec la permutation, mais là on va rentrer plus généralement dans la nature de ce que c'est qu'une application. Et ça c'est vraiment utile, que ce soit en algèbre ou en analyse. Et on va parler de l'injectivité, la subjectivité et la bijectivité. Alors là j'écris subjectivité, c'est une faute de frappe. Mais l'idée c'est que vous allez prendre une application qui va d'un ensemble de départ à un ensemble d'arrivée. Et elle est dite injective si pour n'importe quel antécédent que vous avez, si les deux nombres ont la même image, alors ces deux antécédents sont forcément égaux. En gros, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une image qui admet plusieurs antécédents, contrairement à la surjectivité qu'on va voir après. Quand on est injectif, on en admet un ou on en admet 0. Donc il peut y avoir des images qui n'admettent pas d'antécédents. La surjectivité, en revanche, c'est plus puissant. C'est que pour un quelconque élément de votre ensemble d'arrivée, donc pour n'importe quelle image, vous allez avoir toujours un antécédent, tel que f de x égale y. Il n'y en a pas un qui sera seul. Il n'y aura pas aucune image qui sera associée à pas d'antécédent, contrairement à l'injectif. Là, vous aurez vraiment toutes les images qui ont un antécédent. Au moins un. Mais vous pouvez aussi en avoir plusieurs. Vous pouvez aussi avoir tout simplement des images qui admettent plusieurs antécédents. Quand vous vous intéressez à la surjectivité, c'est important aussi de prendre en compte le domaine de définition, parce qu'une fonction peut être surjective sur un domaine et ne pas l'être sur l'autre. Par exemple, si vous prenez la fonction carré, si vous prenez son application de R dans R, elle n'est pas surjective. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe aucun réel x, tel que par exemple x au carré égale moins 1, ou x carré égale moins 5. On voit que pour les images négatives, pour l'application carré, les images négatives n'admettent pas d'antécédents. Elle n'est pas définie vous ne pouvez pas avoir x au carré égale moins 5 dans R. Donc, cette application n'est pas surjective de R dans R. Mais si vous considérez de R plus dans R plus, à ce moment-là, elle devient surjective. Parce que chaque image admet un antécédent de R plus dans R plus. Et enfin, bijectif. Alors là, bijectif, c'est encore plus puissant. Enfin, c'est encore mieux, c'est-à-dire que pour n'importe quel élément de votre ensemble d'arrivée, il existera un unique antécédent. Donc, vous n'êtes pas injectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image qui n'admet pas d'antécédent. Tout le monde en admet un, comme la surjectivité, sauf que contrairement à la surjectivité, là où certaines images peuvent avoir plusieurs antécédents, la bijectivité, vous en avez qu'un unique. Chaque image admet toujours un antécédent, mais un unique. Et si vous voulez prouver qu'une application est bijective, vous prouvez qu'elle est injective et surjective. C'est toujours la même chose. Donc un petit schéma pour se visualiser un peu. Donc là on voit que pour l'injection, il y a une image, là l'avant-dernier point, vers le bas, il n'admet pas d'antécédent. Vous voyez, donc là on en admet au plus 1. Dans la surjection, on en admet au moins 1, c'est-à-dire que chaque image peut admettre plusieurs antécédents. Là on le voit, on a deux flèches qui pointent sur la même image. Et bijection, alors tout le monde en admet un et un unique. Il n'y a pas deux flèches pour une même image. Donc ça je vous conseille vraiment, surtout en théorie des ensembles, de vous faire des images, de vous faire des dessins et des schémas. Ça enlève beaucoup l'abstraction. Et d'ailleurs, sur certains exercices, vous êtes obligé de faire des schémas pour comprendre. Sinon, vous ne comprenez rien. Alors, petit exemple de
application bijectif, c'est juste pour la culture, hein. On appelle ça, c'est une projection stéréographique, alors c'est hyper important plus tard, et l'idée c'est que vous prenez une boule, et vous prenez un plan qui est tangent au pôle sud de la boule, et vous prenez un point au pôle nord, et vous tracez une droite qui part du pôle nord, et qui coupe le plan. Et justement, il y aura un point d'intersection entre la droite et le plan qu'on note petit x. Et cette application, elle va associer plein de points sur le plan. Et l'idée, c'est que tous ces points du plan admettent, c'est une application bijective. Ils admettent un unique antécédent par la projection stéréographique. Donc voilà, une bijection, c'est pas seulement une fonction, une application, c'est vraiment, ça peut être très visuel. Ça va nous permettre justement de revenir en théorie des groupes et de voir des applications plus spécifiques à ce domaine, notamment ce qu'on appelle un homomorphisme de groupe, ou un morphisme de groupe, c'est comme vous voulez. L'idée, c'est que c'est une application qui va d'un groupe à un autre, donc d'un groupe G étoile G à un groupe H étoile H. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va préserver la structure. C'est l'idée d'un morphisme. Une application qui préserve la structure. Elle part d'un groupe, elle va aller dans un groupe. Elle va pas partir d'un groupe et aller dans un monoïde. Elle part d'un groupe, elle va dans un groupe. Et ça, c'est ce qui est dit algébriquement, phi de A étoile G, B, égale à phi de A étoile H, phi de B. Ça veut juste dire que vous allez dans le groupe H, vous partez de G pour aller dans le groupe H. Dans ce cas-là, vous prenez l'image de ces éléments, phi de A et phi de B. C'est leur image dans H. Et même la loi change. Étoile G devient étoile H. Donc au final, vous prenez étoile H de phi de A, phi de B. Tout se transforme pour être conforme au groupe d'arrivée. Pour prouver que c'est un morphisme de groupe, il faut prouver deux choses simples. Déjà que l'image de l'élément neutre de votre ensemble de départ égale à l'image et égale justement à l'élément neutre de votre ensemble d'arrivée. Et enfin que l'image des inverses est égale à l'inverse des images pour n'importe quel élément de votre ensemble. Si vous avez ces deux trucs qui sont vérifiés, alors votre application est un morphisme de groupe. Si votre application, votre homomorphisme est en plus bijectif, donc que vous avez prouvé que votre morphisme est injectif et surjectif, alors c'est un isomorphisme. Et on dit que les deux groupes qui sont reliés par cet isomorphisme sont isomorphes entre eux, et on le note avec un égal et un petit tilde en haut. Donc là, on va rentrer encore plus dans la profondeur de la théorie des groupes, et on va s'intéresser maintenant aux parties des groupes, donc les sous-groupes. On va prendre une partie de H de G, donc un sous-ensemble de G, et ce dernier est dit sous-groupe si et seulement si, donc c'est une condition nécessaire et suffisante, si cette partie est non vide, donc oui, si elle est vide, comment vous voulez vérifier les conditions qu'on a vues avant, si elle est stable par la loi, autrement dit, vous y prenez deux éléments de votre ensemble et que vous appliquez la loi de G, alors on reste dans H, ok. Parce que si maintenant on prend deux éléments et qu'on applique la loi entre eux, et que d'un coup il sort de H, pour qui il se prend pour se définir comme étant un groupe. Voilà. Pareil, c'est stable aussi par l'inversion, c'est-à-dire que vous prenez les inverses et on reste dans H. Si ces trois choses sont vérifiées, alors on peut se dire comme étant un sous-groupe de G. La particularité, c'est que, comme on dit sous-groupe, comme on dit sous-ensemble d'un ensemble, sous-groupe d'un groupe, on se dit que automatiquement, si tu es un sous-ensemble d'un groupe, alors tu es forcément un sous-groupe. Mais ça, c'est faux. C'est faux. Et parce qu'on s'imagine qu'en fait, les uns sont compactés dans les autres, et puis ça peut être un peu juste, mais pas vraiment. Ça veut pas dire que vous êtes un sous-ensemble d'un groupe, que vous êtes forcément un sous-groupe. Il y a des sous-ensembles d'un groupe qui n'ont aucune raison de se comporter comme tous les éléments du groupe. Ils peuvent se comporter différemment entre eux. Donc ça, c'est important, c'est une subtilité assez importante à savoir. Allez, voici d'ailleurs un théorème fondamental en algèbre linéaire qu'on appelle le théorème de Cayley, qui dit que tout groupe fini, pas infini, G étoile est isomorphe à un sous-groupe sim de G. Donc sim de G, on a vu que c'est l'ensemble des permutations de G dans lui-même. Et justement, tout groupe fini dans G étoile, tout groupe fini G étoile, il va être lié par une application bijectif, un morphisme bijectif, à un sous-groupe, donc un groupe de permutations. C'est ça l'idée du théorème de Cayley, qui est un peu abstrait, je suis tout à fait d'accord, mais c'est juste se dire que tout groupe, il est relié à un morphisme, un isomorphisme même, de permutation, d'un groupe de permutation. Ok, donc maintenant que vous savez ce que c'est qu'un groupe, un sous-groupe,
des morphismes, on peut aller encore plus loin dans les notions en parlant d'anneaux. Les anneaux, c'est des structures mathématiques très importantes qui se définissent de la manière suivante. Vous prenez un ensemble muni de l'addition et de la multiplication, et il se dira anneau si votre ensemble muni de l'addition est abélien, votre ensemble muni de la multiplication est un monoïde, c'est-à-dire que tous les éléments ne sont pas forcément inversibles, et que vous avez la distributivité à droite et à gauche par les éléments de cet anneau. Si vous avez ces trois conditions qui sont vérifiées, cet ensemble peut se dire comme étant un anneau. Et d'ailleurs, depuis que vous êtes petit, tous les calculs que vous faites, que vous avez appris à calculer dans un anneau, en apprenant à faire de la distributivité, de la double distributivité, en factorisant. C'est comme ça qu'on apprend les maths dans un anneau. Vous n'allez pas apprendre les maths dans quelque chose qui n'est pas un anneau. Les anneaux, ça peut nous sembler intuitif au premier abord. C'est des structures qui nous semblent le plus naturelles. Maintenant, si vous avez en plus votre loi multiplicative qui est commutatif, donc à ce moment-là, donc ça reste un monoïde, le groupe A fois reste l'ensemble A fois reste un monoïde, mais si en plus il y a la fois qui est commutatif, alors l'anneau est dit anneau commutatif. Et justement, quand on s'intéresse aux anneaux, il faut parler des diviseurs de 0. Alors ce truc est complètement bizarre, c'est pour ça qu'il faut bien se concentrer. Donc si vous prenez un anneau, et vous prenez un élément A, non nul, et il est appelé diviseur de 0 s'il existe un B, élément de A, tel que AB égale à 0 avec B différente de 0. Oui. Deux éléments dont vous multipliez entre eux qui font 0 et qui ne valent pas 0 tous les deux. C'est très bizarre, c'est hyper chelou, c'est contre-intuitif, parce que vous réfléchissez avec les nombres réels, les nombres, les antirelatifs, les nombres réels, tout ça, tous ces nombres-là. Et justement, dans ce contexte-là, c'est impossible dans le corps des réels, dans l'anneau des réels, muni de l'addition et de la multiplication, vous ne pouvez pas avoir ça. Vous ne pouvez pas multiplier deux nombres et obtenir 0. Dans les nombres réels, soit même dans les polynômes, s'il y a un truc qui vaut 0, ça veut dire que l'une de vos expressions vaut 0. Mais pour d'autres structures, pour d'autres objets un peu plus exotiques comme les matrices, ça peut arriver. Vous pouvez avoir deux matrices qui ne sont pas nulles du tout, les multiplier et obtenir une matrice nulle. Donc ça va vraiment dépendre des éléments dont vous considérez, parce que A et B, c'est pas forcément des nombres, ça peut être ça peut être des polynômes, des suites, des fonctions. Donc ça dépend vraiment du contexte. Et rappelez-vous que dans les matrices, ça peut arriver. Donc voilà. Si ça arrive, c'est que A est appelé diviseur de 0. Et un anneau est dit intègre si justement il est dépourvu des diviseurs de 0. Par exemple, si vous prenez l'anneau des polynômes, eh bien, vous ne pouvez pas avoir de diviseur de 0. Si vous multipliez deux polynômes entre eux et que vous obtenez le polynôme nul, c'est forcément que l'un de vos polynômes vaut 0. Et on dit que cet anneau est intègre. Donc pour prouver que justement un anneau est intègre, vous prouvez qu'il n'a pas de diviseur de 0. Donc comme vous pouvez y avoir des morphismes de groupe, vous pouvez aussi avoir des morphismes d'anneaux. L'idée est la même, il y a une application qui relie d'un anneau à un autre et vous préservez la structure, c'est-à-dire que le morphisme ne va pas partir d'un anneau pour aller dans quelque chose qui n'est pas un anneau. Donc c'est ça l'idée, et vous devez respecter la structure comme avant, c'est-à-dire que vous devez respecter la structure non seulement pour la loi d'addition et la loi de multiplication. Ce qui était un peu plus subtil, c'est que pour un groupe, on avait écrit étoile en général, parce que dans un groupe, la loi n'était pas clairement définie. On pouvait avoir n'importe quelle loi. En revanche, quand on est dans un anneau, on sait qu'on ne peut avoir on peut avoir la loi d'addition et la loi de multiplication. Et justement, le morphisme doit respecter ces structures pour les deux. C'est-à-dire que quand vous partez d'un anneau A avec sa loi d'addition et de multiplication spécifique à A, vous arrivez, le morphisme, il arrive dans l'anneau B, donc les éléments, on calcule leur image dans B, et même les opérations changent pour se conformer aux règles de notre anneau B. Donc on devient le plus de B, on devient le fois de B. Et bien sûr, comme on a des groupes et des sous-groupes, on peut aussi parler des sous-anneaux. Donc on prend une partie B de l'anneau de A et on dit que c'est un sous-anneau si et seulement si. Déjà, B+ est un sous-groupe de A+. Donc comment vous prouvez que c'est un sous-groupe? Comme avant, vous prouvez que c'est non vide, que c'est stable par produit et par inversion, et qu'on reste toujours dans B+, pour les éléments, par la loi de A+, et que l'élément neutre de votre anneau A, alors ça c'est assez subtil, que l'élément neutre par la multiplication, donc là c'est le 1A, ça veut dire élément neutre par la multiplication, est dans B. Vous devez vérifier ça. Et aussi que A moins B, donc c'est stable par somme,
donc A moins B est toujours dans B, et que A fois B est dans B. Donc c'est stable par somme et pas produit. Donc si vous êtes stable par somme et par produit, qui sont les deux opérations phares de l'anneau, et que vous restez encore dans B, alors B peut se dire comme étant sous anneau. Et enfin, la dernière structure à savoir, c'est la structure de corps. Alors un corps, c'est quoi? C'est un anneau qui est dit commutatif, et dont tous les éléments non nuls sont inversibles. Ça veut dire quoi? En gros, c'est que dans un anneau, votre groupe A+, justement, la partie de votre ensemble muni de l'addition doit être abélienne, et la partie muni de la multiplication doit être un monoïde. Mais dans un corps, la partie munie de la multiplication n'est plus seulement un monoïde, mais est un groupe abélien, c'est-à-dire que ça devient un groupe, c'est-à-dire que tous les éléments sont inversibles, non nuls, mais en plus vous êtes abélien, c'est-à-dire que le fois est commutatif, alors que dans un anneau, c'était pas forcément exigé que le fois était commutatif. Vous pouvez être un anneau sans que le fois est commutatif, mais vous pouvez l'avoir, et donc vous pouvez vous dire qu'anneau commutatif. Mais la différence là, c'est vraiment que tous les éléments sont inversibles. Donc c'est vraiment important de comprendre la différence. Quand on est un anneau, la partie A+, est abélienne, la partie A fois est monoïde. En revanche, dans un corps, la partie A+, reste abélienne, et la partie A fois est abélienne aussi. Et le fois, justement, est commutatif, vu que la partie est abélienne aussi. Voilà, donc c'est une structure assez... c'est une structure encore plus complexe, c'est la structure la plus complexe qu'on a vue. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo vraiment illustre vraiment les trucs principaux que vous devez savoir en L1 ou MPSI niveau cours. Après, évidemment, il faut faire beaucoup d'exercices. C'est des notions qui sont assez abstraites et quand vous n'avez pas l'habitude de les manipuler au début, c'est assez chelou. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment pas de que vous basez sur cette vidéo, mais aussi de faire des exercices et de revoir votre cours. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.